formation du Conseil de l'Entente, je dis que nous pourrions constituer ici même un Conseil de l'amitié. Car l'amitié est, elle aussi, est une valeur politique et même une vertu assez rare dans un monde où la méfiance réciproque a longtemps été la règle. Certains partisans ombrageux de l'unité africaine, de l'unité tout de suite et à tout prix, m'objecteront qu'il ne faut pas multiplier les cercles et les groupes, tout comme ils persistent à voir dans les organisations régionales une menace à l'organisation centrale. Je crois que cette optique est trompeuse, car les organisations régionales ont leur fonction propre, une fonction bien déterminée de coordination et d'agencement qui est elle-même la condition de base de projets plus ambitieux et de réussites plus vastes. Parlant de l'Afrique actuelle, où les affinités l'emportent sur les différences, le chef de l'État a poursuivi en ces termes. Combattre à bon escient, c'est connaître la mesure exacte de sa propre force, c'est doser son effort, c'est définir le moment le plus opportun pour l'action, c'est déterminer avec précision ce qui peut attendre et ce qui ne le peut pas. La politique du tout ou rien engendre parfois des exaltations éphémères, plus souvent encore des désastres durables. Précisément parce que le combat auquel j'appartiens n'est pas un combat d'un jour et qu'il s'échelonne sur une période de plus de 30 années, il comporte une continuité, mais aussi des changements de rythme, des détours, des moments de réflexion qui alternent avec les phases de plus grande intensité. Le chef de l'État a souligné la nécessité de consolider l'indépendance de nos pays. La sagesse et le réalisme, qui sont les supports naturels du bourguibisme, doivent être compris non comme des raisons de surseoir à l'action, mais au contraire comme d'irremplaçables instruments de travail, comme les leviers de l'action efficace. Mettant en relief ce que les pays africains, et notamment francophones, ont de commun, le président a poursuivi. C'est facile de réclamer la richesse à d'autres que de la créer soi-même. Lorsqu'on l'obtient ni de la générosité d'autrui, ni de sa propre volonté et de ses propres efforts, on s'abrite derrière le concept de la lutte des classes et l'on fait de la pauvreté une doctrine d'État. J'ai la conviction que dans notre contexte africain, la lutte des classes est un facteur de débilité et de régression. On a adopté le principe consisterait à se priver du potentiel d'initiative et d'activité d'une importante catégorie sociale dont on refuse arbitrairement l'apport. C'est dans l'étroite collaboration des individus, des différents groupes sociaux et de l'État que nos sociétés peuvent atteindre un niveau de développement plus élevé. C'est à cette condition qu'elles peuvent réaliser de vastes entreprises et non plus végéter dans d'impossibles projets. Mon principe est de partir de ce qui est naturel et concret pour mieux affronter ensuite les problèmes et les situations complexes. Il en va de même pour les associations d'intérêt, pour les groupements régionaux, pour les grands ensembles. Le chef de l'État a ensuite évoqué l'avenir de l'Afrique unitaire. L'OUA a des mérites que nous lui reconnaissons tous. Le fait qu'elle soit de 18 ans plus jeune que l'ONU la prémunit contre bien des erreurs et des velléités. Là où l'ONU n'a pas réussi, bien plus riche et plus puissante, à imposer des solutions, l'OUA ne saurait non plus prétendre à des succès qui ne peuvent venir quand ils viennent qu'avec l'expérience, l'endurance, la maturité. S'il existe sous des traits plus ou moins différents, une
une famille africaine, une famille de nations pour qui l'indépendance ne fait que commencer. Laissez-moi vous dire, messieurs, que c'est ici, parmi vous, dans cette assemblée, que j'ai perçu son existence comme un sentiment stimulant, comme une promesse, comme une vérité. Pour conclure, le président Bourguiba s'est exclamé « Vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié tuniso-ivoirienne, vive l'Afrique unie !» Au journal télévisé de la mi-journée ce lundi, le gouvernement malien a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer. Il lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenu récemment. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a été virulent pendant le week-end, parlant à plusieurs reprises de jeunes irresponsables et d'une situation qui ne peut pas durer. Le dernier grief soulevé est le renvoi du contingent danois de la force Takuba. Mais c'est depuis au moins le mois de mai 2021, pour le deuxième coup d'État du colonel Assimi Goïta, que les relations se sont glacées entre France et Mali. Alors que la junte s'installe pour durer, la France s'inquiète de l'ouverture du pays aux militaires russes, voire à la milice Wagner qui lui est affiliée. Le Mali répond souveraineté nationale. Quand la France annonce une réduction de sa force Barkhane dans le pays, le Premier ministre malien s'indigne. Le peuple africain, et pas par les dirigeants, mais tout le peuple, c'est ce qu'il veut, le panafricanisme. Et c'est très facile. Pourquoi? Parce que en dehors de l'arabe dans le nord, le reste de l'Afrique, en fait, il n'y a que 3 grandes langues. Ce sont les langues des Bantous, les langues à claque de l'Afrique australe et les langues de l'Afrique de l'Ouest avec le Fulbe. Donc c'est très facile. Donc on est déjà très en avance, on a travaillé sur ces langues, on a choisi de parler par exemple l'arabe, le français, l'anglais, le swahili et le fulbe. Ce sont les 5 langues que nous avons choisies pour cette Afrique de demain. Donc nous sommes déjà très avancés, on a déjà travaillé sur les socles communs de ce que nous devons avoir en commun au niveau de la pensée. Enfin, merci Khalix Beyala, parce qu'un mot là-dessus. Alors, avoir réclamé le remplacement de l'ambassadeur français. Et cette question, désormais, le gouvernement de transition du Burkina Faso s'est-il inspiré de celui du Mali? Et oui, en tout cas, à l'image de Bamako, Ouagadougou prend de plus en plus ses distances vis-à-vis de Paris, n'écarte pas non plus un renforcement du partenariat avec la Russie. On se souvient d'ailleurs du premier voyage officiel du capitaine Ibrahim Traoré, un symbole. Environ un mois après avoir pris le pouvoir, Serge Daniel, c'est à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, autre militaire putschiste, qu'il avait rendu visite. Comme s'il voulait s'inspirer de l'expérience malienne, début novembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré effectue une visite d'amitié et de travail au Mali. À cette occasion, les 2 pays voisins ont officiellement décidé de renforcer leur coopération sur le plan sécuritaire. Mais il n'est pas du tout exclu que le Mali a profité de la visite pour conseiller à son voisin de renforcer l'axe Ouaga-Moscou. Il sort dans pas mal de choses. En 1960, quand on accède à l'indépendance, c'est l'un des premiers pays, évidemment, à dire non à la présence de troupes étrangères sur son sol. Ensuite, nous avons expérimenté, contrairement aux autres pays, un multipartisme, mais on n'a jamais pu s'installer dans notre pays, ce qu'on a pu appeler ailleurs le parti unique. On a aussi, dans les années 80, expérimenté ce qui reste encore aujourd'hui comme une sorte de référence, la révolution vraiment de Thomas Sankara, avec la volonté d'une indépendance et d'une autonomie, une gestion tout à fait rigoureuse des affaires de l'État, qui a permis qu'en 4 ans, par exemple, avant même que nous allions aux ajustements, nous puissions être un des modèles où nous avons pu faire des croissances de 7 à 8% dans un environnement qui était relativement en crise dans les années 80. Puis il y a eu la période de Blaise Compaoré, au début chahuté, mais après qui a installé dans le pays une sorte de stabilité politique pendant près de 20 ans, qui avait fait de l'Afrique, qui a fait du Burkina Faso dans un océan d'instabilité en Afrique de l'Ouest, une sorte de modèle. Puis il y a eu l'insurrection,